Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet fondamental dans le cadre de la gestion de l'environnement professionnel des chirurgiens dentistes. Peut-être l'un des plus fondamentaux car il permet d'ancrer la problématique du management dans la réalité du métier de chirurgien dentiste. Je vais donc commencer par vous poser une première question et je pense que 5 secondes de réflexion vous suffiront à y apporter une réponse radicale. Croyez-vous que vos patients soient fondamentalement aptes à évaluer le niveau de vos compétences techniques en dentisterie? Les 5 secondes sont écoulées. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire non. Effectivement, sondés lors de nos séminaires, parcours de coaching et dans le cadre de mes enseignements, tous les praticiens sans exception, y compris les étudiants en chirurgie dentaire, répondent que les patients n'ont bien entendu pas les connaissances élémentaires et suffisantes pour mesurer objectivement la capacité de soin de son dentiste. Ce sont en définitive les compétences comportementales et relationnelles de l'équipe dentaire, ce qu'on appelle dans le jargon des ressources humaines les soft skills, qui l'emportent dans l'élection de son dentiste traitant. La conclusion que l'on peut en tirer est sans équivoque. Le management, qui regroupe entre autres ces soft skills, n'est pas une compétence facultative du dentiste, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Elle est à l'évidence l'une des conditions nécessaires de la réussite de son exercice professionnel. Ensuite, bien entendu, il n'est pas question de prendre pour argent comptant tous les pseudo-conseils qui pullulent ici et là sur le sujet de la part d'intervenants dont la légitimité n'est pas reconnue. Revenons donc au centre de nos préoccupations. Si le patient n'élit pas son dentiste en fonction de critères de sélection purement techniques et objectifs, il le choisira donc en fonction de critères d'appréciation parfois subjectifs. Le premier critère que nous évoquerons est celui de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Sans l'ombre d'un doute, le respect des conditions élémentaires d'hygiène et d'asepsie forme l'un des critères fondamentaux et radicaux de jugement du patient. Sa sentence est sans appel. Sa première impression sera également toujours la dernière lorsqu'il s'agit de sa sécurité sanitaire. Ce critère d'appréciation peut néanmoins être objectivé. Tout le cabinet, dans les moindres détails, de l'apparence physique des membres de l'équipe à l'entretien des parties communes du cabinet, rien n'échappe à aucun des sens du patient. En première ligne, c'est donc ici l'assistante dentaire, qui joue l'un des rôles les plus importants au regard du patient. L'assistante prise en défaut, c'est l'image du cabinet et la notoriété du praticien qui pourrait être irrémédiablement ternie. Il est donc impératif de donner à ses assistantes les moyens matériels et organisationnels pour assurer le respect absolu des conditions d'hygiène et d'asepsie, par ailleurs parfaitement et régulièrement enseignées par les organismes habilités de formation des assistants dentaires. Il faut également donner le temps à ces assistantes de mettre en œuvre ces procédures qui ne doivent souffrir d'aucune exception, d'aucun compromis. Passons à un deuxième critère d'appréciation, le critère esthétique et fonctionnel. La beauté du résultat et le confort fonctionnel sont bien évidemment des motifs plus ou moins objectifs de reconnaissance par le patient des capacités de soins de son praticien. Ces deux critères de jugement ne suffisent cependant pas à recenser la multiplicité des compétences techniques et intellectuelles du praticien à l'œuvre dans la conception de son plan de traitement jusqu'à la réalisation de ses soins. Les motivations du patient dans le choix déterminant de son dentiste sont en fait pour la plupart associées à des considérations d'ordre comportemental ou relationnel, parfois aussi du simple ressort de l'affect. Voyons donc ces critères qui sont du ressort exclusif des compétences de management des chirurgiens dentistes, ces compétences dont la plupart des praticiens actuellement en exercice de la REV même n'ont jamais entendu parler
dans le cadre de leurs études fondamentales ou de leur formation initiale. À ce titre, le duo formé par le dentiste et son assistante est un critère déterminant dans le choix de son dentiste traitant. On n'imagine pas à quel point le binôme formé par le dentiste et son assistante devient parfois pour le patient l'élément essentiel de l'appréciation des protocoles de management et d'organisation du cabinet. Le dentiste et son assistante ne doivent négliger aucune règle de bienveillance, de bienséance, ni de respect absolu du patient. Je vous donne ici quelques exemples qui pourraient vous paraître anodins, mais qui ne le sont absolument pas au regard du patient. Le vouvoiement sera toujours plus appréciable que le tutoiement entre le praticien et ses assistantes, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Le tutoiement est la marque de la familiarité et le vouvoiement, la marque du respect et de la distanciation nécessaire entre un praticien et son employé. Bien entendu, si vous tutoyez déjà en interne vos assistantes, il sera difficile de revenir en arrière, voire quasiment impossible. Néanmoins, devant le patient, pour des raisons évidentes de professionnalisme, il est important que l'assistante vouvoie son praticien et le nomme docteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Aussi, il est à noter que les patients n'admettent et ne supportent pas les éventuels haussements de ton du praticien envers son assistante, tout particulièrement pendant les soins. Qu'il s'agisse d'une sémantique inappropriée, qu'elle soit familière ou parfois teintée d'agressivité. On peut aussi donner l'exemple de situations qui déstabilisent fortement le patient, comme le décrochage téléphonique intempestif et inopportun du praticien ou de l'assistante en cours de soins, ou bien encore la non-permanence de l'assistante au fauteuil. Ces situations représentent pour certains patients des vices de forme et de sécurité sanitaire parfois totalement rédhibitoires. Ils ont un impact parfois délétère lorsqu'il s'agira ensuite pour le patient de donner son assentiment à un plan de traitement. Pour comprendre certaines de ces situations, il convient tout simplement de se mettre à la place de ce même patient qui, fort probablement, lui aussi, travaille sous le joug d'une direction en tant qu'employé. Ne parlons pas des chefs d'entreprise et encore moins des patients issus du secteur médical ou paramédical qui ne feront preuve d'aucune empathie à l'égard des praticiens gérants qui ne respecteront pas ces règles parfois élémentaires. Ce même patient, sans jamais vous le dire, sinon en aparté à votre assistante ou à votre secrétaire, mettra dans la balance de sa décision tous ces petits détails affectifs et émotionnels qui pourraient vous sembler anodins. De ce point de vue, la politique de communication interne d'un cabinet dentaire n'est donc pas une mince affaire et il est temps, plus que jamais, que les praticiens et leur équipe bénéficient des meilleurs enseignements en la matière. Passons à un autre critère d'évaluation du patient qui ne doit pas être négligé. L'accueil physique et téléphonique et sa prise en charge relationnelle. Ne comptez pas satisfaire les exigences de votre patient si vous n'avez pas formalisé ni rédigé tous les protocoles de gestion administrative de votre cabinet. Il en va de même, bien entendu, pour les protocoles de soins. Assortis de nombreux scripts, vos procédures d'accueil téléphonique, tout particulièrement, doivent être irréprochables et normées de la gestion de l'agenda en passant par la gestion des urgences jusqu'à la conclusion de l'entente financière. Le traitement administratif d'un patient, que vous soyez en exercice individuel et a fortiori en cabinet de groupe, ne doit pouvoir, sous aucun prétexte, au sein d'une même entité, être pris en défaut. Il est donc capital de les standardiser. De la prise initiale de rendez-vous jusqu'à la présentation du devis, les approximations, les raccourcis, les incertitudes,
les hésitations et les incohérences doivent être proscrits. De ce point de vue, c'est la démarche qualité du cabinet qui est en jeu. Il est donc important que chaque praticien inscrive son cabinet et son équipe dans une démarche d'amélioration continue. Abordons maintenant un critère d'appréciation du patient particulièrement délicat, voire dans certains cas polémique, le coût des soins dentaires. Quoi qu'on en dise, ce n'est pas tant le montant des honoraires du praticien qui détermine nécessairement la décision finale du patient de consentir à l'acceptation de son devis, mais à la manière dont ce devis sera argumenté par tous les acteurs du cabinet, tant sur le fond que sur la forme. De nombreux paramètres entrent en jeu dans la décision du patient et ce n'est donc pas nécessairement le montant des honoraires qui prévaut dans son consentement aux préconisations thérapeutiques. C'est parfois la question de l'organisation des rendez-vous qui prévaut pour certains patients en nombre et en durée. D'autres patients refusent parfois de subir l'épreuve psychologique du contenu très détaillé de l'acte de soin. Il est donc important également d'adapter la technicité de son discours au profil de chacun de ces patients. Aussi, la capacité de l'équipe à proposer au patient un parcours de soins compatible avec son agenda et son organisation personnelle est parfois prépondérante dans sa volonté de financement de ses soins. On peut d'ailleurs, ici même, se poser la question de l'avantage de déléguer non pas la présentation du plan de traitement qui est de ressort exclusif des praticiens, mais la présentation du devis et son argumentation par la secrétaire ou l'assistante polyvalente. Nous terminerons avec le sujet central de nos recommandations, le management, la gestion humaine, l'organisation, la communication ne sont en aucun cas des compétences facultatives pour les chirurgiens dentistes. Elles font tout au contraire partie intégrante de leur cœur de métier. Ces compétences, tout comme les compétences et performances relationnelles de l'équipe, sont au cœur de l'acte de décision du patient qui le conduit à consentir à l'acceptation de son plan de traitement. Ces compétences ne sont donc pas des accessoires et tous les praticiens sont concernés, qu'ils exercent à titre individuel ou en groupe. Il est temps, plus que jamais, que les praticiens soient accompagnés dans l'exercice de leurs compétences managériales qui forment les conditions nécessaires de leur réussite professionnelle. N'hésitez pas à nous consulter. À très bientôt. Merci.